Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, ces derniers temps, nous assistons à un débat sur la toile où les jeunes Italiens et les jeunes Italiennes parlent de plus en plus de l'histoire de notre pays, euh, l'histoire récente. Et puis, certains sont remontés à cette période que d'aucuns appellent la période coloniale, ce que moi je conteste. À mon avis, le Tchad n'a jamais véritablement été colonisé par les Français. Bien entendu, d'aucuns diront que c'est du révisionnisme, mais ce n'est pas du tout du révisionnisme. On a été occupé illégalement, sauvagement. Notre pays a été mis en coupe réglée. Nos ressources, nos concitoyens ont été exploités. Alors, pour justifier ça, pour défendre mon point de vue, je voudrais vous renvoyer d'abord au dictionnaire. Alors, selon le dictionnaire, coloniser, c'est rendre dépendant d'une métropole un territoire en le peuplant de colons. Alors, nous avons été dépendants, très clairement, mais est-ce que notre territoire ou les territoires qui constituent ce qu'on appelle le Tchad, donc aujourd'hui, est-ce que ces territoires ont été peuplés de colons? Ce n'est pas vrai. Aucun de ces territoires n'a été véritablement peuplé de colons. Il y a eu, bien entendu, une présence française sur nos territoires, mais cette présence était une présence essentiellement militaire dès le début. Et pour démontrer ça, je voudrais vous renvoyer 1900 spécialement, donc 1900, avril 1900, lors du massacre de Kousséri, ce qu'on appelle de manière très gentille la bataille de Kousséri. Donc c'était un véritable massacre auquel s'est adonné l'armée française. 22 avril 1900, c'est là où Rabat a été tué et bien entendu la personne qui l'avait combattu, le colonel je crois, colonel Lamy a été aussi tué. D'ailleurs, la tête de Rabat a été accrochée à un piquet. Et puis, quant à Lamy, la ville de N'Djamena a porté son nom. On lui a même bâti un monument, d'ailleurs, qui existe toujours, malheureusement. Lui, et puis un autre colonel français, je crois, le colonel Émile Gentil, je pense, les deux. Et puis, bien entendu, il y a eu aussi Eboué par la suite. Il y a eu quelques discussions sur la toile ces derniers jours à propos, oui ou non, devons-nous garder ce monument qui date de l'ère d'occupation de notre pays. Je n'ose pas appeler ça une ère coloniale. Bien entendu, parce que quand on parle de colonisation, c'est occuper, transformer pour y vivre. Dans le cas des territoires des pays du bassin tchadien, c'était occuper pour exploiter et ensuite pour pouvoir occuper véritablement, bah, ils ont envoyé des soldats. Donc, soldats qui sont restés d'ailleurs, qui ne sont plus jamais répartis depuis le 18e, 19e siècle. Alors, à la bataille de Kousséri, donc Rabat a été tué. Permettez-moi d'ailleurs de faire une petite digression sur celui-ci. Pour la plupart donc, des historiens français, hein, la plupart des sources historiques en fait françaises en ce qui concerne le Tchad entre la période de 1900 jusqu'à 1960 étaient des sources essentiellement militaires et celles des personnes qu'on a appelées les administrateurs, donc qui étaient toutes françaises d'ailleurs, qui détestaient Rabat. Ces sources disent que Rabat était un vendeur d'esclaves et un trafiquant d'ivoire. Alors, s'il n'était qu'un vendeur d'esclaves et un trafiquant d'ivoire, il faudrait qu'on m'explique pourquoi est-ce que la France avait envoyé sur le terrain 3 colonnes, une qui venait du nord, l'autre qui venait de l'ouest, une autre qui venait du sud, pour le prendre en sandwich à Kousséri et puis massacrer lui et ses hommes. On voudrait bien aussi m'expliquer comment ça se fait que depuis Fachoda, un simple vendeur d'esclaves a réussi à vaincre le Darkouti, par exemple, à terroriser le Baguirmi, à déposer le roi du Kanem, aller jusqu'à du côté du Dikwa au Nigeria, où il s'est taillé un véritable royaume à lui seul. S'il n'était qu'un simple vendeur d'ivoire, un simple trafiquant d'ivoire et d'esclaves, je ne crois pas qu'il aurait eu les moyens de le faire. Il y a bien autre chose derrière. Et pour en apprendre davantage sur Rabat d'ailleurs, je vous invite à lire les auteurs nigérians qui ont écrit beaucoup plus sur Rabat, qui semble mieux le connaître et qui le présente sous un autre jour. Bien entendu, ce n'était pas un saint non plus, mais je ne crois pas qu'il ait été pire que les Français eux-mêmes. Dans cette œuvre, en fait,
d'occupation du territoire tchadien. Voilà une personne qui a été vaincue et qui est présentée comme un esclavagiste par ceux qui l'ont vaincu, ce qui est quand même extraordinaire. Et nous, on a fini par croire ça. Donc, il va falloir qu'on change la manière dont on enseigne notre histoire dans les écoles. Dans tous les cas, il faut dire que l'histoire du Tchad, donc, dès 1900, a commencé donc par de la violence, des massacres qui ont continué. Ainsi, en 1902, il y a eu plusieurs combats qui ont éclaté dans le Kanem, qui faisaient de la résistance, spécialement à Bir al-Ali, donc où il y avait énormément de résistance. Plus de 1000 personnes ont été tuées par les troupes françaises. Les habitants du Kanem, donc spécialement la confrérie de la Sénoussia, ne baissent toujours pas les bras et continuent par résister. Et puis finalement, je pense que c'est en décembre 1902, 2 et 4 décembre précisément 1902, Bir al-Ali, et bien entendu, je pense bien avant ça, aux alentours de Bir al-Ali, que les Français ont fini par vaincre, pas quasi totalement, mais à un moment, ils ont vraiment infligé un sévère coup à la confrérie sénoussia et à la résistance donc, des habitants du Kanem. En 1905, il y a eu un événement majeur qui a eu lieu, toujours au Tchad. Le Mbang Modé, donc, qui était le roi des Sahara, a été lâchement assassiné donc à Bessada, je crois, et l'assassinat du Mbang Modé marque la fin de la résistance des Sahara. Donc on va sauter un tout petit peu l'histoire, on va se retrouver cette fois-ci en 1908, où les Français ont progressé donc du sud au centre vers le nord, et là ils s'arrêtent à l'est, ils essaient d'envahir donc le Wadaï, et là il y a eu plusieurs batailles donc, qui s'en sont suivies entre des Français et les habitants du Wadaï. Les Français se sont alliés d'ailleurs à un roi local, Assil. Donc, il y a eu une bataille, la bataille de Dogotchi, qui a fait entre 400 et 1000 morts, selon les estimations, entre 600 et 2000 blessés, selon toujours plusieurs estimations différentes. D'ailleurs, le 16 juin, une nouvelle bataille éclate, cette fois-ci à Djoua, je pense, pas loin d'Ati. Et les Wadaïens, dont l'armée du Wadaï, perd plus de 2000 soldats. Et ça marque véritablement la défaite donc, du Wadaï face à la pénétration française. La ville d'Abéché est occupée finalement. Donc le 2 juin 1909, Assil a été intronisé par les Français d'ailleurs. 13 août 1909, il est intronisé roi d'Abaché à la place du sultan de Tmoura. Le même Assil a été destitué par les Français en 1911. Donc les Français le soupçonnaient de jouer un double jeu et de soutenir une révolte contre eux dans le Wadaï. Entre 1909 et 1911, et après la défaite donc, et la retraite du sultan de Tmoura, et l'intronisation d'Assil, considéré d'ailleurs par les habitants du Wadaï comme une espèce de cheval de Troie pour les envahisseurs. Donc les chefs militaires qui sont restés à Doudmoura et la population du Wadaï se soulèvent. Donc il y a eu une répression, c'était une répression qui était extrêmement violente. Plus de 22 villages, je pense, il y a eu plus de 22 batailles, des historiens disent, ont eu lieu. Plusieurs dizaines de villages, voire une bonne centaine, ont été brûlés, rasés de la carte, et plus de 5000 personnes ont été tuées. D'ailleurs, vous verrez, hein, le Wadaï est l'une des régions qui a payé un des plus lourds tributs à la lutte contre l'occupation illégale de notre pays par les Français. On estime qu'entre 1914 et 1917, la population du Wadaï est passée de 700 000 habitants tenez-vous bien, à 400 000 habitants. Donc, il y a eu plus de 300 000 personnes qui ont été massacrées. Les mouvements de population ont entraîné des famines, des maladies. Il y a eu d'ailleurs plusieurs sécheresses durant cette période. Et puis les guerres avec les Français et les personnes qui les suivaient, spécialement les tirailleurs qui étaient venus avec eux, ne finissaient pas. Toujours est-il que le 4 janvier 1910, il y a eu encore une autre bataille, cette fois-ci. C'est avec les Massalites qui ont tendu une embuscade aux Français. Ils ont tué 3 officiers et 2 sous-officiers et à peu près une centaine de tirailleurs. Donc les Français réagissent, et la même année d'ailleurs, ils attaquent donc les Massalites, cette fois-ci à Dorothée. Ils prennent Djilé, qui est donc la capitale des Massalites, le 8 novembre. Et le lendemain, le sultan, non, plutôt le capitaine Mouli et 2
officiers et sous-officiers français sont aussi tués. Les Français commencent une répression terrible et durant cette répression, le sultan du Massalit, je pense que c'est Taj al-Din, a été également tué dans les combats avec plus de 600 de ses soldats. Donc, les massacres continuent toujours dans la même région. En 1912, par exemple, en représailles donc l'attaque d'une colonne de tirailleurs par les Daï. Cette fois-ci, c'est plutôt dans le sud, donc dans la région du Mandoul. Les Français organisent une répression féroce dans cette région. Ils tuent plusieurs centaines de personnes. D'ailleurs, on a appelé cette période la première révolte du Mandoul. En mai 1913, les Français font le siège d'ailleurs du village de Morgué, dans le Guéra aussi, donc juste un tout petit peu au-dessus. Et les habitants du Guéra, qui voyaient très mal donc l'arrivée des Français, ont opposé aussi une résistance farouche. Et dans le cadre de cette résistance, plusieurs jeunes personnes du Guéra ont préféré se donner la mort en sautant d'une falaise. On parle d'une cinquantaine de jeunes garçons et filles qui avaient refusé donc l'occupation française, avaient sauté des falaises pour se donner la mort. Donc les massacres continuent toujours par les Français. Et le 23 mai 1913, donc les Français devront faire face cette fois-ci encore à la résurgence des résistances sénutiennes. Et les Sénutiens seront finalement vaincus le 27 novembre 1913, je crois, à Ain Galaka. Donc la résistance sénutienne, elle a fait énormément de mal aux Français, mais elle va entraîner aussi d'énormes pertes du côté des résistants tchadiens. En 1916, les Français attaquent le Darsila, donc qui est le pays de Dadjo. Ils massacrent donc le frère du sultan Barit avec 17 personnes de sa famille. Le sultan lui-même d'ailleurs a été déporté à Laï, où il meurt 2 mois après son arrivée. Donc les massacres continuent encore. Et cette fois-ci, on est en 1917, donc le 5 novembre. C'est un jour qui est quand même important, qu'il faut retenir dans l'histoire en fait, des résistances tchadiennes face à l'envahisseur donc français. C'est le jour qu'on a appelé le massacre des coupes-coupes. Donc le 23 octobre 1917 précisément, donc le maréchal des logis, Guyadès, un Français, a été tué à coups de couteau à Béché. Et pour donner suite à ça, à cet événement-là, le chef français de la circonscription, le commandant Gérard, je crois, soupçonne les dignitaires du Wadaï de tramer un complot contre les Français, ce qui n'a jamais été véritablement confirmé par les sources historiques en notre présence en ce moment. Donc, et le 15 novembre matin, les Français ordonnent aux tirailleurs d'assassiner la guide de Tocom et ses hommes. Il y a eu plus de 56 personnes, je crois, précisément, qui ont été assassinées. Plus de 20 fakis ont été aussi assassinés. Leurs têtes ont été portées et alignées en 2 rangées, d'ailleurs, à l'emplacement actuel du monument aux morts d'Abéché. Le char de Mahamid lui-même également a été arrêté et tué à Biltine avec une quarantaine de ses parents et de ses alliés. Et toutes les maisons du quartier Cheikh El Faghra, je pense, à Béché ont été pillées, brûlées. Une cinquantaine de personnalités politiques et religieuses influentes dans le Wadaï ont été déportées vers d'autres pays de l'Afrique centrale. Donc les massacres du Coupe-Coupe, selon les historiens, ont fait entre 300 et 1000 morts. Certaines sources parlent même de 3000 à 5000 morts. Également. Donc, on ne sait pas trop combien de morts il y en a, mais il y a eu en tout cas plusieurs centaines. On ne connaît pas le nombre avec précision. Toujours est-il que ces massacres des coupes-coupes a eu une influence énorme dans l'histoire du Tchad et dans la sociologie de ce qui allait devenir donc, notre pays. À partir de ce moment, les élites du Wadaï ont commencé par migrer massivement vers le Soudan et vers l'Égypte. Dans le Wadaï, bien avant l'arrivée des Français, il y avait un très bon système d'enseignement en arabe. Comme les élites ont commencé par quitter massivement donc, ce pays, l'enseignement a été délaissé et les Français ont bien essayé de rattraper le coup en poussant pour une école française, bien entendu, mais les habitants ne voulaient absolument pas coopérer ni apprendre la culture donc, des envahisseurs. Ces habitants préféraient, s'ils étaient forcés, émigrer donc vers le Soudan. D'ailleurs, cette période, c'est cette période qui explique les fondements de ce qu'on a appelé, les sociologues ont appelé le refus de l'école.
le refus de l'école, qui a été superbement d'ailleurs traité et théorisé par notre compatriote, le sociologue Issa Hassan Khayar, dans un livre écrit en 1976, et que je vous invite d'ailleurs à lire. Vous comprendrez beaucoup mieux ce qui s'est passé d'ailleurs après les indépendances dans cette région. Donc voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui en ce qui concerne l'histoire du Tchad. Vous voyez bien que nous avions commencé véritablement dans la violence, en résistant aux envahisseurs, bien entendu. Entre nos résistances, même lors de nos résistances, il y a eu bien entendu des traîtrises, des gens qui ont changé de camp, des gens qui se sont alliés aux Français au gré de leurs intérêts, si vous voulez. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Mais le point que je voudrais faire ici, c'est que nous n'avons pas été une véritable colonie. On n'était pas une colonie. Jusqu'en 1917-1918, on était encore un territoire militaire. D'ailleurs, on appelait ça le territoire des protectorats, le territoire militaire et des protectorats du Tchad. Donc, territoire militaire et protectorat du Tchad. Donc, ce n'était pas du tout une colonie, contrairement à ce que beaucoup ont pu dire. On n'a pas été colonisé à partir de 1900 jusqu'à 1917. On faisait encore énormément de résistance et finalement, je pense que c'est à partir de 1922 que les choses se sont relativement calmées. Je reviendrai d'ailleurs sur cette période entre 1922 et 1945 pour parler de ce qui s'est passé durant cette période qu'on a appelée donc la période le Tchad des commandants. Le Tchad des commandants 1922 et 1945. Qu'est-ce qui s'est passé? Véritablement, c'était aussi la période durant laquelle les Français avaient établi donc, un système bien huilé pour exploiter les ressources naturelles, les ressources agricoles, mais aussi les ressources humaines, spécialement dans le sud, où il y a eu une très grosse ponction humaine de personnes qui ont été enrôlées de force dans l'armée française pour aller servir en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud et en Afrique du Nord. C'était une période incroyablement terrible sur laquelle je reviendrai donc lors d'un prochain épisode. Alors, si vous avez aimé donc cette explication très courte, likez la vidéo, essayez de la faire circuler afin qu'elle puisse servir aux autres. J'aimerais à travers cette vidéo donc faire une contribution, une humble contribution donc à une meilleure connaissance de l'histoire de notre pays, à une meilleure compréhension donc de ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Donc voilà, merci encore d'avoir été patient jusqu'au bout et donc au prochain épisode le mercredi ou le jeudi de la semaine prochaine. Merci.